Bonjour Stéphane, Bonjour ravi de Marc. te recevoir sur le podcast du NABA. C'est moi qui ai la mer derrière moi, mais c'est plutôt toi qui es proche de la mer. Tu, tu es sur Montpellier ou les environs de Montpellier, hein, c'est ça, hein? C'est ça, les environs de Montpellier, on va dire à 10 kilomètres de la plage. Bon, je vois que t'as pas une vie facile, hein, et donc, mais qui es-tu, Stéphane? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, voilà, professionnellement, qui es-tu? Avec plaisir. Bah écoute, moi je suis un cadre commercial depuis plus de 30 ans, donc j'ai œuvré dans différentes sociétés, aussi bien des grands groupes multinationales, des PME. J'ai même travaillé pour le compte d'indépendants. Donc tu vois, tous les types de structures, avec des missions qui couvrent un peu tout le spectre du développement commercial, de la partie négociation terrain, grand compte, management d'équipe, et sur des missions plus stratégiques également de création, lancement et animation de réseaux de distribution. Donc plus récemment, l'âge venant, non seulement j'ai souhaité me rapprocher de la mer, comme on en parlait, mais également développer mon agence, une Mmh. agence de conseil donc dédiée aux dirigeants d'entreprise pour les épauler dans des projets de développement de réseaux de vente, de réseaux de distribution, avec un leitmotiv qui est en fait gagner en proximité avec son marché, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est une des composantes de la réussite et de la résilience des entreprises, c'est à l'ère du digital, rester en contact physique avec le marché. Alors ça passe par différents modèles, hein. Il peut y avoir de la franchise, il peut y avoir des créations de succursales, la recherche d'apporteurs d'affaires, de distributeurs. Voilà, il y a tout un spectre effectivement de modèles et de solutions, mais globalement, la philosophie, c'est celle-ci, c'est d'accompagner ces dirigeants qui veulent croître dans l'établissement d'un réseau en proximité du marché. Alors ça, c'est rigolo parce que tout le monde dit qu'il faut aller, faut arrêter le physique pour aller vers le digital, que ce soit sur, Instagram, sur LinkedIn et cetera, et là, tu es en train de nous dire, «Non, non, faut pas oublier le monde physique», c'est ça, hein? C'est exactement ça et j'en prends pour témoin, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité économique il y a quelques semaines, l'entreprise Back Market, qui est l'une des références dans Mmh. le reconditionnement et dans l'électronique de seconde main, qui a annoncé l'ouverture de 500 points de vente en Ah France. oui. Voilà, parce que, alors on ne sait pas encore si ce sera du commerce associé, ça sera intégré ou peu importe, mais on sent bien qu'en fait le digital c'est important, mais il faut aussi, bien souvent relayer ce digital par du physique et Back Market semble en être l'illustration. Donc oui, les deux mon capitaine, je dirais, intégrer les bienfaits du digital et du numérique, mais ne pas oublier également que la proximité, c'est un élément clé dans la création de confiance et dans, le niveau de service qu'on peut offrir à ses clients. Marquez, ça me c'est, non, je connaissais pas ça, j'étais pas au courant. Mais il y a pas mal d'entreprises, je pense à Gemio, qui faisait de la bijouterie, qui a ouvert, alors pas 500, mais ils ont ouvert quelques boutiques parce qu'effectivement, il y a un moment, les gens ont besoin de voir, de toucher, et puis eux d'être au contact, des clients, quoi. Bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais, avec ces personnes? C'est des personnes qui ont déjà des réseaux ou que, tu t'adresses à quelle typologie de clients? Alors c'est très variable puisque, aujourd'hui dans mon portefeuille de clients, en cours, j'ai, aussi bien du solopreneur qu'une entreprise d'une plusieurs centaines de salariés, donc le spectre est assez large. Le point commun de mes clients aujourd'hui, c'est plutôt être dans le domaine du service, soit aux Mmh. entreprises, soit aux particuliers. Peut-être parce que moi, par expérience, j'ai plutôt une expérience dans le domaine du service que du retail, donc c'est peut-être ce qui m'amène à ce constat. En gros, les besoins sont assez identiques, hein. On est face à des chefs d'entreprise qui manquent de temps pour développer leur réseau, la stratégie, et cetera. Ils sont accaparés par l'opérationnel et donc le recours à un conseil extérieur est nécessaire pour pouvoir Mmh. évoluer
fait prendre un temps sur la réflexion et la mise en œuvre. Ce sont, bien souvent des chefs d'entreprise, des dirigeants qui n'ont pas forcément les méthodes, pour, cette nouvelle dimension puisque, ils maîtrisent parfaitement leur métier, mais devenir franchiseur, devenir manager de succursale, animateur de réseau d'affaires, c'est un autre métier, donc une Ouais. compétence supplémentaire à acquérir et donc là, mon job, c'est de les accompagner, en fait, dans la perception et l'appréhension de ces nouvelles compétences Mmh mh. et puis la troisième dimension, c'est le nerf de la guerre, c'est la partie finance. Bien souvent donc, quand on a un projet qui tient la route, un savoir-faire, un concept, après une phase de test, de pilote, quand on veut passer vraiment sur le déploiement, on a besoin de recourir à du financement et là, c'est pareil, je peux les accompagner sur la partie, tour de table, levée de fonds, recherche de subventions et de prêts d'honneur et cetera, puisque ça fait partie effectivement des composantes qui peuvent permettre de débloquer des situations et d'aller de l'avant pour le développement d'un réseau. D'accord, d'accord. Alors moi, c'est un domaine que je connais pas du tout, que je découvre avec toi. Alors on en entend parler, mais effectivement, ça concerne pas énormément de monde, donc voilà, si on n'est pas dedans, on on connaît pas trop. Est-ce que tu pourrais nous décrire, un peu le parcours? Je je dirais alors comment? À la fois décrire ce que toi tu fais et puis un peu le process, à partir du moment où un client vient te voir, voilà, quelles sont les grandes étapes, de ce qu'il y a à faire, de ce que fait le dirigeant et de ce que toi tu fais? D'accord. Bon, bah, alors Que tout déjà quand il arrive, et qu'il a décidé de travailler avec toi. avant de décider de travailler ensemble, on a une phase que moi j'appelle la preview, qui est en fait un entretien d'une bonne heure. Ça peut aller un peu plus longtemps, mais c'est de l'ordre de grandeur, Mmh mh. qui va nous permettre de faire connaissance, de moi d'appréhender le projet, d'appréhender les ambitions et de voir si, ça cadre avec mes compétences. S'il y a une bonne affinité parce que, je pense que, tu le connais aussi quand on est conseil, il y a une certaine, proximité, avec son client Mmh mh. et il faut que les choses se passent quand même correctement. Donc, ça, c'est bon de le valider sur un plan relationnel, j'entends. Et Mmh. puis, effectivement, donc amener, lors de cette 1re interview à une, préfaisabilité. Est-ce que globalement, on cerne un peu le projet, ça semble, jouable? Est-ce qu'il y a pas de motif rédhibitoire qui ferait que tout s'arrête à ce moment-là? Donc ça, c'est la D'accord. première étape, c'est la pierre fondatrice qui est un entretien qui est gracieux, qui n'est pas payant. Après on est vraiment dans un déroulé classique avec, un audit complet qui va se mettre en place Mmh où mh. là, on va aborder tous les aspects organisationnels, la stratégie, le commercial, les outils, faire vraiment l'état des lieux de l'entreprise et arriver à cerner le projet, de manière un peu plus concrète, de l'entrepreneur. Donc on va avoir une première étape d'audit et de préconisation Mmh. va se dérouler. Alors ça dépend en fonction de la taille de l'entreprise, ça dépend également en fonction du niveau heu, de 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 documentation d'entreprise. On a des entreprises où, tu le vis toi puisque c'est ton métier, tous les process sont établis, rédigés et cetera, Mmh. donc ça va finalement assez vite. Ou à contrario, on a des entreprises où rien n'est fait et il faut passer par une étape de rédaction. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc Et une fois qu'on a terminé effectivement cette première étape, on est je sur une étape oui, je pardon? je suis une question sur parce que c'est un point crucial sur la dans et surtout quand tu veux faire la franchise, il faut bien rédiger, les méthodes, les process. Le cas général, j'imagine, entre c'est parfaitement rédigé ou il y a rien de rédigé. Le cas le plus courant que tu, rencontres, ça serait quoi? Et puis, quelle préconisation tu donnerais? Le cas le plus courant, c'est qu'on a, allez, on va dire, un tiers à la moitié des process qui sont, Mmh mh. peu ou prou formalisés. C'est à peu près ce qu'on rencontre dans les entreprises, souvent à l'initiative
d'une assistante de direction, de quelqu'un qui a plutôt en charge l'organisation en fait de l'entreprise, hein, sur des TPE et cetera. C'est souvent à ce niveau-là que se jouent les choses. Après moi je suis un peu particulier parce que tu as raison de souligner que dans la franchise, la rédaction des process, c'est obligatoire puisque ça fait partie, Mmh. d'un élément contractuel qui est le manuel opératoire, la bible, Ouais. qui doit faire, état et qui doit être transmis, dans le cadre du contrat. Heu, Après, on est aussi dans un monde où, l'excès de process, peut parfois nuire à l'agilité de l'entreprise. Avoir des process rédigés, c'est bien, Mmh. maintenant sur l'application, sur l'évolution, sur le suivi de ces process, voilà, moi j'encourage mes clients à faire preuve d'une certaine souplesse parce que, l'environnement est fluctuant et que, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 3 mois ou 6 mois. D'accord, ouais, ouais, ouais. OK. Donc là, on a si j'ai bien suivi, on est arrivé à l'étape où, les process ont été rédigés, c'est bien ça? C'est ça, donc on est, en gros, donc une fois qu'on a tout Mmh. ceci, on a un plan d'action qui est établi, qui est, proposé. Ce Mmh. plan d'action, il va viser à nous amener jusqu'à la réalisation d'un pilote qui est vraiment Mmh. le test grandeur nature d'une exploitation pour vérifier son fonctionnement, sa rentabilité, sa pertinence dans le temps. Ça, c'est une étape effectivement de construction où l'accompagnement est assez important de ma part, puisqu'on est dans Mmh. l'opérationnel, au quotidien, hein, quasiment. Ensuite, après cette étape de pilote validé, on a, ce qu'on pourrait appeler dans l'industrie, les pré-séries. Donc on va, décliner ce pilote avec 3, 4, 5 pré-séries qui sont en fait les pionniers, les premières personnes, Mmh. alors, que ça soit en intégré ou en associé, les premières unités qui vont, mettre en place, développer, ce savoir-faire, ces modes opératoires, à échelle 1. Et puis quand cette étape est validée, que les derniers réglages ont été effectués, qu'on a tout ceci qui roule, on va effectivement lancer la phase de déploiement à grande échelle, donc avec, de la communication, avec, du marketing, avec, du développement pour, recruter ou, créer, de nouvelles implantations, et passer immédiatement après dans la phase d'animation d'un réseau, et de pilotage de ce réseau. Voilà. D'accord. C'est un parcours, il faut compter, combien de temps? Je pense que c'est variable un petit peu, mais en Bah, gros, quand on se lance là-dedans, faut alors tout dépend du modèle, mais quand on parle du modèle qui est le plus formalisé, qui est le plus lourd, qui est la franchise, on est quand même sur des timings qui sont à minima de l'ordre de 12 mois à 1 an et demi, si tu veux, sauf mmh. pour des entreprises qui ont déjà bien avancé sur le concept, pour lesquelles les process sont déjà répertoriés, validés et cetera, qui ont déjà créé un pilote, parce que ça arrive, on a des entreprises qui ont déjà une unité de pilote qui fonctionne, de manière, cible, et donc on va gagner du temps, mais grosso modo, on est sur des projets qui vont être sur un an et demi, pour Mmh. arriver jusqu'à la phase de déploiement, sachant qu'une franchise, ça va trouver sa vitesse de croisière, bien souvent au bout de 4, 5 ans, quand on a vraiment, recruté un réseau, de dimension nationale, qu'on arrive à des seuils de 50, 60 implantations. Voilà, il faut un certain temps, et d'ailleurs l'excès de vitesse est contre-productif en la matière parce que, il faut que le franchiseur, puisse garantir un niveau de service, d'accompagnement, de formation, d'assistance à ses franchisés, qui soit optimum, et donc il faut avoir les structures et les process qui vont bien, donc aller trop vite est souvent contre-productif en la matière. Oui, 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 ça te on risque d'exploser en vol, quoi. Là, on aborde l'aspect franchise, mais par exemple, la création d'un réseau d'apporteurs d'affaires qui est une autre dimension, mais qui peut correspondre à certaines problématiques. C'est-à-dire qu'on a parfois des clients qui ne souhaitent pas dupliquer un concept, mais qui veulent trouver des relais de contact avec le marché sous la forme de distributeurs, sous la forme d'apporteurs d'affaires, de prescripteurs. Là, on est sur des timings plus réduits, hein. Un réseau d'apporteurs Mmh. d'affaires, ça demande moins d'infrastructures, de logistique. Alors, il y a un certain temps, le temps que ça se mette en place, mais
mais normalement, on a un retour sur investissement dès la deuxième année sur ce type. Non, mais peut-être c'est Mmh. intéressant parce que c'est vrai, on en avait parlé. La franchise, c'est un peu ce qui est le plus spectaculaire entre guillemets et qui parle à l'esprit d'un dirigeant quand on lui dit tu veux te développer, tu veux créer un réseau, mais il existe d'autres formules intermédiaires. La franchise ne correspond pas à tous les cas de figure. Non. On a des systèmes un peu plus légers comme la licence de marque, la possibilité de capitaliser sur une marque, sur une notoriété pour se développer, mais avec un système qui est un peu moins contraignant que la franchise. On peut avoir des concessions, la concession de marque également, qui Mmh mh. existait beaucoup dans le milieu automobile. Bon, aujourd'hui, c'est pas un exemple des plus favorables, mais ça peut se décliner sur d'autres secteurs d'activité. On a des distributeurs indépendants, tout simplement, hein, Mmh qui, en mh. fonction du service, aujourd'hui, voilà, on peut s'attacher à créer, à constituer, à animer un distributeur, heu, ou les réseaux d'apporteurs d'affaires qu'on évoquait, tout à l'heure, sachant que c'est quelque chose qui est, assez banalisé. Quand tu discutes avec les gens, on te dit: «Bah oui, je vais trouver des apporteurs d'affaires», ça paraît une évidence. Mais c'est quelque chose qui demande une méthodologie, une philosophie, tant au niveau de la conception de l'offre, parce que quand on va voir un apporteur d'affaires, il faut, avoir bâti une offre qui soit, autour de son activité, qui vienne s'intégrer dans son activité, qui ne soit pas une gêne, mais vraiment un côté, positif, au contraire, pour développer sa propre activité. Moi, j'ai longtemps travaillé, par exemple, dans le domaine du financement, du crédit, avec des professionnels de l'immobilier et des établissements prêteurs, où là, il y a des accointances naturelles, mais on sait très bien que pour que le partenariat soit vraiment transformé, il faut que tout ceci s'imbrique parfaitement et qu'il y ait vraiment une synergie qui fasse que, celui qui fait du crédit, bah, en étant apporteur d'affaires auprès de l'agent immobilier, il trouve son compte et vice versa et que ça vienne, huiler tous les rouages, de la machine Mmh globale, mh. si tu veux. Donc c'est pour ça que l'élaboration de l'offre quand on souhaite créer un réseau d'apporteurs d'affaires est une phase, assez importante et primordiale pour moi. En général, c'est, comment le je réfléchissais à la typologie d'entreprise qui pour qui ça peut être pertinent, hein, d'aller, je pensais là, on a pas mal discuté sur la franchise, hein, heu, et c comment? Dans quel cas on peut dire: «C'est intéressant pour moi» ou au contraire, ça n'est pas intéressant pour moi d'aller sur un modèle de franchise? Il y a différents critères. D'abord, il faut avoir vraiment un savoir-faire qui soit particulier, qui ait un caractère un peu secret et cetera, pour rentrer dans les fourches codines, de la loi Dubin, hein, puisque la la Mmh la mh. franchise est quand même, donc déjà au niveau du savoir-faire, si tu n'as pas de concept particulier, la franchise ne pourra pas, être, adaptée. Par contre, on pourra étudier une licence de marque parce que, par contre, tu as peut-être une notoriété, un impact de marque, important, qui peut être intéressant de dupliquer Mmh. pour d'autres personnes. Par exemple, l'autre critère aussi, c'est, la stratégie patrimoniale. Un réseau en franchise va être moins valorisé en termes de revente qu'un réseau totalement intégré, par exemple. Oui. Voilà, hein, j'ai mon propre réseau d'agences, avec des salariés, des managers, sur l'ensemble du territoire national. Je maîtrise tout ceci, ça a une rentabilité. Si je dois vendre l'ensemble de mon groupe, j'en tirerai plus de valeur qu'un groupe équivalent constitué de franchisés, par exemple. Ouais, parce que le franchisé peut décider de changer de crèmerie, si à un moment il est pas content du réseau, quoi. C'est ça, il y a une certaine versatilité, qui fait qu'il y a une décote pour un investisseur Mmh. éventuel. Ouais. Enfin voilà, donc ça peut être un des critères. Si vraiment mon critère c'est, de fond, c'est la valeur patrimoniale, voilà. Il peut y Mmh mh. avoir des critères également, j'allais dire d'ordre psychologique, c'est-à-dire que, quand on travaille avec des franchisés, on peut pas vraiment, manager des franchisés. Ce sont des indépendants,
Donc on est plus sur du participatif, sur une aventure collaborative, avec d'autres entrepreneurs qui vont apporter, leur énergie, leurs ressources financières, leurs compétences propres au profit du projet global. Quand Ouais. on est, sur du sur des salariés du succursale, certes, on peut être sur du participatif, hein, c'est même fortement recommandé, mais on a quand même une prise de main plus directe avec l'opérationnel que dans le cadre d'un réseau de franchisé. Donc en fonction de la personnalité du dirigeant, ça peut être adapté ou pas. Oui, oui, après il y a une enfin, c'est pas du management au sens, hiérarchique. Par contre, on va contrôler le franchisé par le biais des contrats, des process, ça sera plus sous ce biais-là, quoi. Est-ce que la personne respecte, les process qui doivent être mis en place, quoi, hein? Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il Bah, y merci à toi. a, un point qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais ajouter? Simplement, moi, je sais que c'est un élément que j'ai l'occasion de répéter, en cette période un peu difficile sur un plan économique, un peu plus, tendu. C'est vrai que, bah, toutes ces notions de commerce associé, de groupement, de développement par l'intermédiaire de réseaux, c'est quand même un élément constitutif de robustesse puisque, finalement, plutôt que d'être dépendant que, de sa propre distribution, que d'une seule implantation géographique, le fait de voir un peu plus grand et d'aller de l'avant pour développer, son business, c'est un élément de croissance mais également un élément constitutif de la robustesse et de la pérennité d'une entreprise. Donc je pense que, c'est peut-être, un peu contre nature, mais c'est justement en ce moment où, les choses sont un peu plus tendues qu'il faut vraiment se pencher et réfléchir sur ce type de stratégie. Mmh, d'accord, d'accord. Donc, si on s'intéresse à ces modèles, de distribution, on peut te retrouver, facilement sur Sur internet. LinkedIn, voilà, sur LinkedIn, il y a aucun problème, Stéphane Arnaudet, on me trouve très facilement. Merci beaucoup Stéphane et Merci à toi, moi, puis, de m'avoir accueilli. bah, à très bientôt sur les réseaux. À très bientôt. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés tous les 2. Exactement. Au Au revoir. revoir, bonne journée.